vient de tomber. Désormais, le DG de la DGRK, Félicien Koulouta, remplace Jean-Goy Mvunzi au ministère provincial de Finances. Celui-ci limogé suite à des graves malversations financières signalées par l'inspection générale des finances. Surfacturation des infrastructures et à la base du dossier judiciaire à charge de l'Agence congolaise de grands travaux et du bureau de coordination. Dans ce journal, vous écouterez les Quinois qui demandent à la justice congolaise de ne dire que la loi et rien que la loi. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal. Les développements dans le corps, bien sûr, de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt dans le titre de votre journal, nomination d'un nouveau ministre des Finances de Kinshasa et d'un nouveau DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Désormais, ex-DG de la DGRK, Félicien Koulouta, remplace Jean-Goy Mvunzi au ministère provincial de Finances. Pendant ces temps, Edi Fumumpoko est nommé directeur général de la DGRK en remplacement de Félicien Koulouta. Dans une correspondance, l'inspection générale des finances avait demandé à Gentini Ngobila de limoger son ministre des Finances. Jules Alinguete l'accuse de graves malversations financières. L'inspection générale de finances veut outiller les femmes de cette institution à l'évolution numérique. Une formation en ce sens s'est tenue au siège de cette institution. Parmi les objectifs poursuivis, la maîtrise des notions élémentaires du numérique. Cette activité s'inscrit en marge du mois de la femme. Regardez. Mettre la femme de l'inspection générale des finances à la pointe de l'évolution numérique, c'est dans ce cadre que les autorités de l'IGF ont profité de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars pour organiser la formation à l'intention des femmes de cette institution, partant du thème national Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Formation dispensée par le centre Smart Academy autour des innovations technologiques et le digital. La salle a été très réceptive. On a eu des échanges, la formation a été très interactive. On posait des questions et les dames ont très bien répondu aux questions. Et ce qui montre qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent déjà dans le domaine du digital et que voilà, les inégalités dont on est en train de parler sont en train d'être réduites de mieux en mieux. Pour la chef des brigades des provinces et entités territoriales décentralisées, Rita Mandamuna, la femme de l'inspection générale des finances, ne devrait pas rester en marge du numérique et de la technologie. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que les thèmes de l'année a coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur et nous avons mordu sur la maison. Et surtout que nous sommes des utilisatrices de cet outil. L'assistance composée des femmes inspecteurs, des agents et cadres de l'IGF a été très réceptive. L'objectif poursuivi est qu'au sortir de cette formation, chaque femme puisse maîtriser le langage informatique. Parlons cette fois-ci du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a réuni le samedi 11 mars à l'immeuble du gouvernement tous les membres de son équipe gouvernementale, les agences d'exécution et les experts concernés par la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Les premiers ouvrages seront remis en avril. Propos choisis pour vous par Patrick Lumbala. Nous venons de finir 3 heures de réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences et c'est franchement surprenant que vous dites que vous voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur
les routes, des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par les gouvernements. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur les travaux qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. Nous avons déjà lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Le Royaume-Uni est choisi pour accueillir le travaux du deuxième sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique qui se tiendra du 23 au 24 avril 2024 à Londres. Ces rendez-vous visent à promouvoir les commerces et l'investissement entre les deux parties. Bien, qu'en est-il de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et cet État européen? Tentative de réponse dans ces commentaires de Juvette Mbelou. Promouvoir le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique en vue de créer des emplois, de la croissance et soutenir les femmes entrepreneurs, c'est le sens même de ce deuxième sommet sur l'investissement qui se tiendra du 23 au 24 avril 2024 à Londres. Les chefs d'État et de gouvernement de 24 pays africains et les dirigeants d'entreprises britanniques et africaines prendront part à ce grand rendez-vous. Quant à la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume-Uni, sur le plan économique, elle se porte bien. Selon Junior Badila, journaliste et fondateur de AUK Radio résident à Londres, ce dernier indique que contrairement aux années précédentes, la République démocratique du Congo est actuellement parmi les grands pays partenaires de la Grande-Bretagne. À en croire un rapport publié par l'ambassade britannique en RDC, la totalité des biens et services sur le plan de l'import-export entre les deux États est évalué à plus ou moins 700 millions de dollars américains à l'espace de 3 mois. Ce rapport souligne que ceci prouve un accroissement de 62% par rapport à la même période de l'année 2021. À noter que le sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique s'appuiera sur les résultats de l'édition 2020, car celle-ci a marqué une étape importante dans le partenariat avec les pays africains. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle, Miguel Cachal, a lancé le week-end dernier la session de formation et de remise à niveau des nouveaux et anciens officiers de police judiciaire de la RSP. Cette activité fait suite à sa récente concertation avec la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Patrick Lumbala nous en dit plus. Tenue dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hôtel, cette session des formations a surtout pour but la remise à niveau des anciens officiers des polices judiciaires assermentés, associés aux nouveaux candidats qui seront à leur tour outillés par le magistrat du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, sous la supervision du procureur de la République, près le TGI Gombe. Pour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, Miguel Katem Cachal, cette formation intervient en prélude de la prochaine grande mission des contrôles sur les terrains pour garantir le respect de la loi sur la sous-traitance. Poursuivons jusqu'à ce jour la mise en place des balises pour une application efficace et efficiente de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017. Je ne peux clore cette allocution sans remercier les autorités de la République qui ont impulsé et accompagné le travail de l'ARS. Je citerai au premier rang son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Sama Lukonde Kenge. Je n'oublie pas son Excellence, Messieurs les ministres d'État, Eustache Muyanzi Mubembe, ministre des tutelles de l'ARSP.
Cette session de formation qui s'est déroulée en présence du PCA de l'ARSP, du directeur général adjoint de cette structure et des représentants du ministre de la Justice fait suite à la récente rencontre entre le DG de l'ARSP et la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Les procureurs généraux près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Robert Kumbu, a ouvert un dossier judiciaire à charge de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT et du Bureau de coordination du contrat chinois pour de cas présumés de surfacturation des infrastructures du dit contrat. Les Quinois approchés ce lundi pensent que la justice devrait mener ces dossiers pour mettre tout au clair. Claude Kungu et Pichundita étaient à la rencontre de ces Quinois. Après des révélations faites par le dernier rapport de l'Inspection générale des finances sur les contrats sino-congolais, un dossier judiciaire a été ouvert à charge de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, et du Bureau de coordination du contrat chinois, pour des cas présumés de surfacturation des travaux d'infrastructure liés à ces contrats. Pour quelques Quinois rencontrés, la justice doit faire son travail en mettant au clair ces accusations et surtout en punissant les auteurs des abus qui pourront être constatés. Les responsables de cette agence doivent à tout prix être interpellés par la justice. Comment se fait-il que toutes les responsabilités qui lui ont été confiées n'ont pas abouti à des résultats escomptés? Ajouté à cela, sa mauvaise gestion de l'argent de l'État. Imaginons que cet événement se soit produit en Chine, quelles seront les conséquences? La raison pour laquelle les détournements de notre pays poursuivent son envol est que les détracteurs ne sont pas punis comme il se doit et doivent sévèrement être sanctionnés, ce qui fera certainement peur à tous les autres détracteurs. Tous ceux qui veulent le bien public de notre pays sait pertinemment que même s'il est arrêté, il sera libéré par la suite. À la justice de saisir tout le bien détourné et à l'État de rompre les contacts qui ne lui sont pas bénéfiques. Signalons que ces rapports de l'IGF révèlent également plusieurs irrégularités dans ces contrats chinois, notamment ce qu'ils qualifient de caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation ainsi que de la répartition du capital social de la SICOMI, sous-évalué à 100 millions de dollars, à raison de 68% des parts pour les GEC et de 32% pour les groupes GECAMIN, alors que les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas détenir plus de 60% du capital social. Ça fait débat, la grille tarifaire pour le transport en commun à Kinshasa, publiée récemment par l'autorité urbaine, réduisant les coûts de certains trajets, a ouvert ce lundi 13 mars la voie au phénomène appelé demi-terrain, qui consiste notamment à raccourcir la course, mais aussi la paralysie de la circulation routière dans quelques tronçons, conséquence des engouements dans plusieurs arrêts de bus. Fulgence Milaï et Ruben Manata pour les reportages. Après que l'autorité urbaine ait publié une nouvelle grille tarifaire des transports en commun la semaine dernière pour stopper la spéculation devenue insupportable dans certaines parties de la ville telles que le tronçon Ipen Centre-Ville ou encore de Jessibari Centre-Ville, plusieurs conducteurs ont préféré faire une journée sèche, tandis que d'autres encouragent le respect de l'ordre établi tout en demandant la réduction du prix du carburant, au risque de voir tous les conducteurs s'adonner davantage au phénomène des mi-terrains pouvant permettre de faire plus de revenus. Nous ne sommes pas d'accord de cette nouvelle grille de tarification des transports. On pouvait bien l'accepter à l'époque où il ne s'observait pas une hausse des prix des carburants. Actuellement, 1 litre de carburant se négocie à 2900 francs congolais. Allez-y comprendre la difficulté qu'il y a d'appliquer cette nouvelle tarification. Voilà pourquoi il s'est observé une pénurie de transports. Pour notre part, on respecte les prix fixés, mais on demande la contrepartie, la baisse du prix de carburant. Depuis le matin, il n'y a pas de transport sur ces tronçons, suite à cette nouvelle tarification. Pour les résidents de l'UPEN par exemple, ils auront du mal à trouver à Kintambo un véhicule les ramenant vers leur fief à un tarif de 500 francs congolais. C'est pour cette raison
que la plupart des conducteurs de l'UPN n'ont pas travaillé. Pour les usagers de transport en commun, nos autorités doivent réprimer tout comportement qui vise à contourner les nouvelles tarifications. On demande au gouvernement de renforcer sa surveillance quant à l'application des mesures nouvellement arrêtées, car on constatait ce matin que les conducteurs ne respectent pas le prix fixé. De plus, ils ont instauré la pratique connue sous le nom de demi-terrain. La nouvelle grille tarifaire a pour but de stopper la spéculation dans les secteurs de transport en commun, ainsi pour protéger les maigres pouvoirs d'achat des Quinois. À Kinshasa, la prise en charge des personnes de troisième âge est presque abandonnée entre les mains de particuliers. La gestionnaire de Saint-Pierre, un hospice catholique qui prend en charge quelques vieillards, a évoqué ce lundi les difficultés que rencontrent ces centres et demande en parallèle les soutiens financiers de l'État congolais. Jonathan Bakele et Sélé Chamala. Plusieurs personnes de troisième âge à Kinshasa sont plus souvent maltraitées et accusées de sorcellerie, abandonnées ensuite. Cependant, l'hospice de Saint-Pierre, qui héberge au total 9 personnes de troisième âge, dont 5 hommes et 4 femmes, ne bénéficie guère de financement du gouvernement et connaît des difficultés dans la gestion de ces centres. La sœur Yvette Kounsou, gestionnaire de cet établissement, s'est exprimée à propos et appelle l'État congolais à la subvention. À l'époque de Léopoldville, nous avons vu quelque part qu'ils étaient quand même financés par l'État. Mais depuis un certain temps, l'État ne s'occupe plus de nous parce que bientôt 6 ans que je suis ici, je n'ai eu aucune intervention de l'État. Donc financièrement comme subside, bien comme subvention. On n'a jamais eu ça. On a essayé d'écrire à 2 reprises, mais à 2 reprises on nous dit vous êtes sur la liste. Après on vous dit vous n'êtes pas sur la liste. Des gens de bonne volonté qui viennent nous aider. Nous on est financièrement par l'archidiocèse pour le salaire du personnel uniquement, pour le salaire du personnel. Mais quant au budget en soi mensuel de soins médicaux, la nourriture, tout ce qui fait partie de la vie de l'hospice, ce sont les gens de bonne volonté qui viennent. Les ONG, l'église, que ce soit l'église catholique, l'église de réveil, l'église, tout ce sont ceux qui sont nos partenaires. Le service que nous sommes en train de faire, c'est le service de l'État. Mais puis en plus, nous existons depuis 1943. Mais nous voulons que nous puissions être subventionnés par l'État. Parce que nous avons besoin de cette aide-là pour pouvoir aider, encadrer et aider pour mieux prendre en charge ces vieillards qui viennent chez nous. Notons que cet homme de vieillard est créé en 1943 dans le but d'encadrer des personnes de troisième âge vulnérables. Parlons à présent santé dans ce journal. Plus d'1 million de cas de fièvre typhoïde ont été signalés en 2021 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette maladie reste d'actualité et son traitement paralyse les économies de certaines familles car elle peut entraîner jusqu'à l'hospitalisation. Un médecin généraliste congolais approché ce lundi estime que la prévention est le meilleur moyen de se protéger contre la typhoïde. En fin 2021, plus de 19 000 cas de fièvre typhoïde ont été confirmés en République démocratique du Congo et 411 décès enregistrés. Cette maladie infectieuse, aiguë, contagieuse et épidémique est caractérisée par une fièvre continue et des lésions des follicules de l'intestin. Sa prise en charge déstabilise les maigres économies des familles car elle nécessite parfois une hospitalisation avec un traitement qui repose sur les antibiotiques. Intéressé, le docteur Diakiese, médecin généraliste, revient sur les causes, conséquences et prévention de cette maladie. Donc, ce sont des maladies infectieuses qui sont causées par les salmonelles typhi et paratyphi. La fièvre typhoïde est une maladie, d'abord qu'on parle de fièvre. Il y a une maladie faite de fièvre d'abord. Et les signes cliniques de fièvre typhoïde, à part la fièvre, il y a ce qu'on appelle la dissociation pour température. Par rapport à nous, là, ça c'est notre compréhension. Par rapport à la compréhension de la public, donc cela veut dire quoi? Vous avez des
des fièvres élevées. Il y a une caractéristique des fièvres typhoïdes. Les fièvres sont bien caractérisées. Ce sont des fièvres en plateau. Par rapport à notre pays, nous avons des traitements qui coûtent cher et des traitements qui ne coûtent pas cher. Ça peut coûter cher si vous utilisez les produits européens. Vous voyez? Mais ça ne peut pas vraiment coûter cher si vous utilisez les produits des Indiens qui ne sont pas vraiment du tout vraiment de bonne qualité. Mais la prise en charge de la fièvre typhoïde est vraiment énorme. Vous allez vraiment dépenser parce que la prise en charge peut valoir dans les 10 ou supérieur de 10 jours pour sa prise en charge. Cette intervention-là coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Nous pouvons manger même dans des $1000 ou bien des $1500 comme ça. Se laver fréquemment les mains avant toute prise alimentaire, éviter l'usage des serviettes collectives, ne manger que des aliments cuits ou frits font partie des recommandations pour éviter d'être atteint par cette maladie. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presses sur votre télévision. Une revue que nous ouvrons avec le tri-hebdomadaire d'information générale Econews qui titre « Un contingent angolais en route pour le Nord Kivu ». La multiplicité des troupes étrangères dans l'est de la RDC intrigue. Le cessez-le-feu annoncé le 3 mars par le président angolais faisant office de médiateur désigné par l'Union africaine. Un cessez-le-feu devant entrer en vigueur 4 jours plus tard n'a pas fait long feu, note le journal. En revanche, le M23 a depuis intensifié ses opérations, menaçant la cité des Saké à une trentaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, et le jour même de l'arrivée dans la ville de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Des centaines de familles fuyant des combats sont arrivées à Goma, s'ajoutant aux milliers d'autres qui les y avaient précédés. La SADC en lieu et place de l'EAC. Le journal note que la vraie raison qui a poussé le président João Lourenço à se déterminer au point d'annoncer l'envoi d'un contingent de son armée en RDC serait à chercher dans la léthargie des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est, présente dans la province du Nord Kivu et commandée par un officier général kényan. Pourtant, pourvu d'un mandat offensif, la force de l'EAC attend plutôt de se déployer en force tampon dans les positions que les M23 et leur soutien rwandais seraient amenés à abandonner. Il est vrai, note le journal, que depuis l'arrivée surprise de la force de l'EAC par la seule volonté du chef de l'État, une surmilitarisation qui intrigue. Depuis le 5 mars, une trentaine de militaires burundais sont arrivés à Goma. Au total, une centaine de militaires burundais seront déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de l'Afrique de l'Est pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine des groupes armés qui sévissent dans la partie orientale du pays. Que reste-t-il à faire, s'interroge le journal. L'issue idéale est de reconstituer la capacité des défenses et des sécurités du territoire national, conclut le journal. Poursuivons cette revue, toujours dans les colonnes des Econews qui titrent « Déficit énergétique dans l'industrie minière du Grand Katanga ». Olivier Mwenze saisit le Conseil des ministres. De retour d'une mission de terrain dans le Grand Katanga, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, a fait part à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 mars 2023 du déficit énergétique dans les secteurs miniers au Grand Katanga. À cet effet, note le journal, le ministre Mwenze a présenté le rapport de ses activités de travail effectuées respectivement à la centrale hydroélectrique des Mwadingusha, à la centrale photovoltaïque de Lumbwe à Fungourme et au site minier de Kamoa Copper SA. Ces visites s'inscrivent, selon lui, dans la suite de la 83e réunion du Conseil des ministres qui s'est préoccupé des partenariats entre la SNEL et les opérateurs du secteur minier pour la production de l'électricité. Le journal rappelle par ailleurs que la demande en énergie électrique des industries minières implantées dans les Grands Katanga est évaluée à près de 1500 MW contre une offre qui tourne autour des 800 MW.
affichant un profond déficit. Le journal précise que selon Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo en charge de l'énergie, le manque à gagner de ces déficits énergétiques sur l'industrie minière devait être de l'ordre de 19,843 milliards de dollars américains à l'horizon 2025, conclut le journal. Terminons cette revue économique avec Africa News qui titre « Un courrier de l'USMCC au président Tshisekedi accusant présidence, parlement, finances, DGI, DGDA, DGRAD et IGF ». Jules Alingueté répond à Simon Gang « Aucun sentiment anti-chinois, mais la défense des intérêts de la RDC. Le climat des affaires ne doit pas se confondre à la prédation. Le climat des affaires n'existe que pour les investisseurs sérieux et respectueux des lois du pays, prévient l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, alors que les sociétés chinoises regroupées au sein d'une certaine USMCC tentent de prétexter la détériorisation de l'environnement des affaires pour essayer de justifier la fraude et l'incivisme fiscal dans laquelle elles excellent, ainsi que les différents contentieux financiers qu'elles ont avec presque tous les services de l'État, conclut le journal. Fin de cette revue économique sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous nous avez pris en cours, ne vous inquiétez pas, voici c'est ce qu'a constitué la vitrine de ce journal. Ça vient de tomber, désormais, le DG de la DGRK, Félicien Koulouta, remplace Jean-Goy Mvunzi au ministère provincial de Finances. Celui-ci limogé suite à des graves malversations financières signalées par l'inspection générale des finances. Surfacturation des infrastructures et à la base du dossier judiciaire à charge de l'Agence congolaise de grands travaux et du bureau de coordination. Dans ce journal, vous avez suivi les Quinois qui ont demandé à la justice congolaise de ne dire que la loi et rien que la loi. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'a constitué la vitrine de votre journal. Vous nous avez suivis, dites comme ça merci à toute l'équipe rédactionnelle de Ecofin Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.